Merci beaucoup. Donc voilà, last but not least, bien que ça devient un peu clairsemé. On va parler de la partie donc, du rapport qui s'intitule « Embrouille en ligne ». Alors, vous préférez que j'enlève le micro peut-être? Non, ça va. Le masque plutôt. Alors, bon, voilà, le titre est un brin provocateur et on trouve que ce rapport, cette partie du rapport traite tant des éventuels ennuis que pourraient rencontrer les jeunes sur les réseaux sociaux, mais ça éclaire également sur l'image que la société a de ce que pourraient être ces dangers, puisqu'on leur a posé des questions bien précises. Alors, c'est aussi donc l'occasion d'éclairer, sans minimiser, mais aussi de démystifier peut-être certains usages des jeunes et peut-être de renvoyer aux adultes un miroir de leurs propres utilisations. Alors, dans la Dream Team de cette fin d'après-midi, j'ai entendu tout à l'heure le mot climax. Bon, il était dit avec humour, mais je crois qu'il n'est pas galvaudé. Donc, regardez-les. Je vais vous les présenter. Je leur ai demandé, donc, dans la présentation, de me citer leur réseau social favori. Donc, je vais vous demander également de commenter ce choix, mais très, très brièvement à ce stade. On va commencer par Yves Collard. Alors, Yves Collard, c'est une figure bien connue de l'éducation aux médias. Vous êtes expert et formateur sur le sujet à médias animation. Vous avez participé à l'élaboration de cette enquête, notamment sur l'apport en recherche qualitative. Donc, vous avez opéré les interviews et vous les avez analysées. Et vous avez choisi comme réseau social, ça commence fort, YouTube via Facebook, parce que vous êtes fan d'un genre musical qui est le shoegaze. Allez-y. Voilà, petite explication. Donc, Facebook me permet d'entrer en contact avec des amis un peu partout dans le monde qui partagent la même passion, le shoegaze. Rapidement, qu'est-ce que c'est que le shoegaze? C'est un courant musical basé sur des guitares très saturées qui, au final, produisent un bruit d'aspirateur, raison pour laquelle j'ai besoin d'aller sur Facebook pour trouver des amis un peu partout dans le monde qui partagent ma passion pour les bruits d'aspirateur. Totalement. Voilà. Alors, on suit beaucoup plus classiquement, je crois, avec Monsieur Minotte, Pascal Minotte. Donc, vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous travaillez comme chercheur au Centre de référence en santé mentale, le CRESAM. C'est dans ce contexte que vous avez participé à différentes recherches sur les usages et les usages problématiques des espaces numériques et que vous accompagnez régulièrement des professionnels sur leur questionnement à ce sujet. Et vous avez choisi Twitter. Oui, bah là, pour le coup, je ne vais pas être aussi... Le micro, peut-être? Ah, pardon. Ou pas. C'est un bruit de shoegaze. Voilà. Pour le coup, je vais être moins original que mon collègue. Alors, Twitter, tout simplement, parce que ça permet de rester informé quand on est un petit peu obsédé par certaines questions ou qu'on fait des recherches sur certaines questions. Twitter aide beaucoup à maintenir une veille sur les questions en question. Donc, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. On avait commencé fort aussi. Alors, Arnaud Zarbeau, psychologue et psychothérapeute et formateur en prévention des assuétudes au centre Nadja de Liège. Et vous avez choisi Reddit. Et alors, vous avez dit que vous étiez un peu élitiste. Oui, c'était pour faire le malin. Alors, c'est Reddit tout simplement parce que c'est un réseau social qui permet vraiment d'aller choisir des thèmes et d'avoir toute une communauté qui s'organise autour de ces thèmes. Et puis, c'était pour faire mon intéressant. Et sinon, je suis aussi sur Twitter pour suivre Pascal. Voilà, c'était un peu comme ça. Alors, Isabelle Kidawa, vous êtes animatrice multimédia dans un centre d'animation et d'information pour la jeunesse, le Centre Énergie, qui est basé à Gilly, près de Charleroi. Vous êtes animatrice du mouvement No Hate. Vous animez régulièrement des animations donc, pour les jeunes afin de les sensibiliser aux risques liés à la navigation. Vous êtes notre experte de terrain. Et vous avez choisi Facebook. Alors, pourquoi Facebook? Je pense que c'est par rapport à l'âge. Le reste, je veux dire, je ne publie pas beaucoup. Et je fais un petit peu de veille et je participe à des groupes Facebook où on échange des points de vue. Voilà, pourquoi Facebook. Et enfin, Claire-Anne Séverin, vous travaillez chez Yapaka depuis 2001, mais depuis 2017, vous avez repris la coordination du service. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Yapaka, c'est un programme de prévention de la maltraitance en Fédération Wallonie-Bruxelles qui travaille de manière transversale avec les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, depuis 2008, vous êtes responsable d'un programme spécifique aux ados qui se déploie selon 2 outils, un livre
qui c'est une histoire pleine d'autres, sauf que c'est la mienne, et un blog, le blog de Sandrine, qui n'a rien à voir avec moi, lancé en 2008 et qui accueille les ados dans un dispositif en ligne qui met en avant la fiction, le décentrement et le partage de points de vue. Et vous n'avez pas choisi de réseau social, vous m'avez dit que vous n'avez pas un spécialement de prédilection. Non, parce que voilà, j'aime bien picorer et je suis aussi Pascal sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre. Et sinon, voilà, j'aime bien picorer. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'adolescence se déploie sur ces différentes interfaces. Eh bien, parfait, parce que picorer, c'est ce que je vous ai demandé donc, dans le rapport. Donc, c'est-à-dire que nous avons isolé 5 thèmes que vous avez choisis. Nous allons commencer d'abord par les retours de terrain. C'est Isabelle qui a choisi de nous en parler. Et je vous encourage évidemment à rebondir sur les interventions de vos camarades de jeu. Donc Isabelle, les retours de terrain. Alors, les retours de terrain, donc, lorsque j'ai consulté l'enquête, généralement, j'étais relativement d'accord avec ce que je ressens quand je donne mes animations auprès des jeunes. Il y a quelques petites choses qui m'ont interpellée, mais je pense qu'au fur et à mesure de la présentation, on va en reparler. Mais en Comme quoi, global, par exemple, vous avez des exemples? le fait qu'ils ne partageaient pas leur mot de passe, j'étais très étonnée, parce que généralement, ils disent toujours, souvent, qu'ils partagent leur mot de passe avec leurs meilleurs amis ou leurs petits amis pour prouver leur confiance, leur amitié. Et donc, j'étais très étonnée, par exemple, par rapport à ce... Et puis d'autres, mais au fur et à mesure, je pense que je pourrais intervenir en disant, tiens, c'est bizarre, je n'avais pas remarqué ça dans les animations. Quels sont les sujets que vous abordez le plus avec eux en classe? En fait, on parle des dérives. Hein, parce que, Oui, justement. Voilà. Et donc, souvent, on parle des mauvaises rencontres, et étonnamment, il y en a pas, ils n'ont pas vraiment de mauvaises rencontres. C'est souvent des amis qui les embêtent. Donc vous voulez dire que les ennuis ou les petites embrouilles, elles viennent plutôt des personnes qui sont proches que plutôt des gens qui sont loin du prédateur. Voilà, donc dans les groupes que nous rencontrons, on n'a jamais eu l'occasion de rencontrer un enfant qui a été accosté par quelqu'un d'extérieur, je veux dire un adulte extérieur, par exemple. Est-ce qu'ils sont parfois témoins? Parce qu'en fait, c'est ce qui émerge du rapport, c'est que eux n'ont peut-être pas souvent eu des problèmes, mais par contre, ils sont souvent témoins Alors, ces témoins problèmes. d'insultes, de menaces de personnes qu'ils connaissent. Oui, ça, régulièrement, ils nous disent qu'ils ont vu des menaces, des insultes ou des propos racistes, haineux. Ça, ils le voient régulièrement. Est-ce qu'on peut penser qu'ils ne sont pas... comment est-ce que je vais dire? Est-ce qu'ils sont conscients de leurs propres écarts ou est-ce qu'ils préfèrent voir ceux des autres? Alors, conscients de leurs propres écarts, en fait, pour eux, il y a cette fameuse liberté d'expression. Donc, généralement, ils disent oui, mais on a le droit de le dire. Et puis, quand on discute avec eux pour savoir à quel moment le droit s'arrête, c'est très difficile pour eux de voir. Et nous, ce qu'on leur conseille, c'est de se dire si à partir du moment où tu blesses quelqu'un, il faut vraiment que tu arrêtes. Et d'où l'importance que la personne qui ressent quelque chose de négatif le dise clairement. Parce que souvent, ils disent qu'ils font des choses pour s'amuser, pour rire, pour faire rire la galerie. Et ils ne se rendent pas toujours compte des conséquences de leur petite moquerie. D'accord. Je vois Arnaud Zarbeau qui opine du chef. Voilà. Oui, la question de la liberté, c'est évidemment un thème cher à l'adolescence. Donc évidemment, les réseaux sociaux sont le lieu pour l'exprimer et la vivre et se confronter aux autres. Et il faut bien se dire que pour les adolescents, l'enjeu, c'est pas tellement d'être confronté au monde adulte, de voir comment eux vont réagir à ce qu'on dit, mais c'est surtout de voir comment les autres ados vont réagir. Parce que derrière un réseau social, il y a surtout la nécessité, le besoin pour l'ado de voir comment sa parole, ses positions vont s'ajuster ou se déformer par rapport à celles des autres ados, parce qu'il est en train de se construire tout un monde de représentation et de position par la réaction. Et donc, la limite, c'est que le curseur que nous, on voit, c'est le curseur adulte par rapport à jeune, en tant qu'intervenant, alors que l'adolescence, le curseur principal de la fiabilité, la viabilité d'une info, c'est aussi ce qu'en disent les copains et les copines. Et le réseau social, avec son dispositif et ses algorithmes, renforce aussi ça, parce qu'il se met aux enjeux, il se met au diapason des enjeux des adolescents,
qui vont toujours hocher comme moi, j'hoche quand mes collègues disent des trucs qui vont dans mon sens, parce que ça correspond à ce qui fait sens pour moi, et donc ça me renforce dans mon identité. Identité qui est en construction et qui est un enjeu, je dirais, premier à l'adolescence. Yves, c'est ce que vous avez repéré dans les interviews? Oui, donc j'ai réalisé quelques interviews qualitatives, consécutives au rapport. Bon, il y a énormément de questions qui ont émergé à ce niveau-là. Bon, d'abord, il faut quand même révéler qu'il y a un biais, je dirais, inévitable dans ce genre d'enquête, surtout quand on aborde des questions plus personnelles ou de sexualité. C'est que face à un enquêteur adulte, l'adolescent va tenter de sauver la face, évidemment. Puisque leur mantra, en quelque sorte, c'est de dire qu'il faut se protéger de la présence adulte dans notre sexualité qui est considérée comme personnelle, comme intime. Et donc, les adolescents, dans l'enquête, qualitative en tout cas, parlent surtout des autres adolescents et ont du mal, et c'est normal, à le faire d'eux-mêmes. Alors, beaucoup de questions, de thématiques renvoient aux questions morales, en fait, au-delà des pratiques. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et comme le dit Arnaud, toute une série de prescrits qu'ils estiment être relevant de leur propre liberté sont en fait des prescrits de groupes collectifs dont on discute amplement avant. Alors peut-être qu'on en parlera davantage, mais dans les questions morales, il y a toutes les questions qui sont liées au contrôle de la sexualité adolescente, vues par les parents comme étant nécessaires. Les adolescents, le contrôle de la sexualité, ça se fait à l'intérieur d'un groupe. C'est là qu'on définit les normes. J'aimerais bien aussi revenir, et ça fera peut-être l'objet d'études ultérieures, j'en sais rien, à la question des normes de genre, parce que qui dit contrôle de la sexualité adolescente dit, et ça je l'ai entendu, mais régulièrement dans les entretiens que j'ai faits, le contrôle de la sexualité des filles. Et du coup, pour les adolescents et les adolescentes, exposer son corps ou exposer son physique, c'est en quelque sorte indiquer son niveau de moralité. Pour les filles spécifiquement, le niveau de désirabilité, il faut se rendre désirable, et en même temps de respectabilité. Et donc c'est une zone extrêmement compliquée à négocier pour les adolescentes, en dépit de l'aide et des prescrits et des normes du groupe qui peuvent être extrêmement drastiques dans certains cas. C'est une très bonne transition parce que Claire-Anne, elle a choisi comme thème intimité et extimité. Voilà, Claire-Anne. Oui, j'avais envie de... Voilà. J'avais envie de parler un peu de ça parce que je trouve qu'il faut qu'on puisse avoir une représentation commune un petit peu de ce qu'est l'adolescence et de comment ça se passe sur Internet pour eux. Merci. Parce que pour nous, chez Yapaka, et vous le savez sans doute à travers toute la campagne 3698 qu'on a déclinée pour les écrans et les enfants, l'important, c'est toujours de s'arrêter sur la manière dont les nouvelles technologies fonctionnent, entrent en résonance avec le développement de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose pour un enfant de 8 ans, pour un enfant de 9 ans, pour un enfant de 12 ans, pour un enfant de 16 ans, etc. Ça, on en a tous l'intuition. Mais l'important, c'est de savoir ce qui se passe pour les adolescents et ce qu'ils viennent chercher sur le réseau social. Et voilà, ce qu'on peut dire globalement, et ça on le ressent tous, et on l'a tous dit en partageant ce qu'on aimait dans les réseaux sociaux, c'est qu'on a une identité prolongée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a notre identité propre ici quand on est ensemble, mais on a une identité qui appartient à la sphère d'Internet, des nouvelles technologies, et cette identité prolongée, les adolescents y tiennent particulièrement. C'est-à-dire que quand vous les interrogez sur, par exemple, la pire des sanctions que les parents peuvent leur faire, c'est leur prendre leur capacité à être en réseau virtuel, enfin ailleurs. Et donc là, ils le disent d'emblée, il a volé ma vie. Ça montre bien qu'on a aujourd'hui une identité qui est prolongée. Il ne s'agit pas d'opposer le virtuel au réel. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux fait partie du réel d'une autre manière. Et donc, voilà, je trouve que... je me permets de rebondir parce qu'en fait, donc, quand on parle d'extimité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on met? Mais c'est important d'y venir par étapes parce que... Oui. Donc, c'est ce que Angélique Gozlan, d'ailleurs, dans un petit livre qu'on a édité dernièrement qui s'appelle « Le cyberharcèlement »,
dans la collection des temps d'arrêt, explique. C'est pas tellement l'extimité ou l'intimité, c'est la désintimité. C'est-à-dire que c'est le passage de l'intime, de ce qu'on partage. Donc dans l'intime, il faut savoir aussi ce dont on parle. C'est ce qui appartient à la vie privée, mais ce qui est le moi profond, intérieur, qui est habituellement protégé du regard extérieur. Donc ce n'est pas La que physique. désintimité, c'est le passage de l'intime à l'extérieur de soi sur les plateformes virtuelles. C'est ce moment-là. Et évidemment, à l'adolescence, elle a une très grande importance, puisque, comme M. Zarbo l'a dit tout à l'heure, il y a cette quête identificatoire qui s'adresse aux autres, aux pairs, pas aux parents. Et donc, elle est très forte. Et donc, les adolescents ont même beau savoir les modalités de protection de leur vie privée sur Internet, ils sont quand même poussés à l'extérieur à montrer des éléments d'eux-mêmes, et c'est là qu'en vient l'extimité. Ils sont poussés à déposer des choses d'eux-mêmes sur le net pour en avoir un retour des autres, pour que les autres puissent donner leur approbation sur tel ou tel morceau de leur subjectivité. Et à partir de là, l'adolescent se construit. Et donc, naît de là la subjectivation. Et donc, c'est un moment très important, ce partage d'intimité. Mais c'est quelque chose qui existait déjà avant les outils numériques. Sauf que maintenant, ça se fait sans la relation charnelle, sans le corps. Donc d'où cette mise à distance possible. Si les corps ne sont pas en présence, il y a une possibilité que ça ne fasse pas partie de la vraie vie, que je ne veuille pas tout à fait dire ça, que c'est juste pour rigoler, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à l'adolescence? Non, tout le monde le fait. Hein. L'extimité, moi, quand je partage quelque chose sur Facebook, je fais ça. Mais ce qu'il faut prendre en compte, justement, à l'adolescence, qui est très, très particulier, c'est que le niveau de développement psychique n'est pas le même. C'est-à-dire que moi, j'ai une estime de moi qui s'est construite tout au fil des années. Les adolescents, ils sont en pleine construction. Et donc, et c'est là qu'on peut arriver aux embrouilles, c'est quand il y a une désintimité pure. C'est-à-dire que ce morceau d'intimité qu'on dépose sur Internet, il n'est pas toujours dans un environnement bienveillant. Et donc, il peut être accaparé par quelqu'un d'extérieur, et là, c'est la désappropriation de sa propre identité. Et donc, c'est comme si on prenait un morceau de votre identité, de votre intimité, et qui ne vous appartenait plus. Et là, ça fait des mouvements plus traumatiques à l'adolescence, plus difficiles pour l'estime de soi, pour la construction de l'estime de soi. Et donc, bien sûr qu'on fait tous ça, partager son intimité, et on a une identité prolongée. Mais nous, on a une manière quand même de la protéger, d'en prendre soin, d'en avoir conscience. L'adolescence n'est pas au même niveau dans son chemin de vie. Et c'est là la difficulté et la différence. Est-ce que ce dépôt d'intimité est toujours conscient chez l'adolescent? Bien sûr que non. Non. Il est en recherche de savoir ce que les autres pensent de lui, qui il est vraiment. Et ça se construit aussi dans la rencontre. Hein, ça se construit à travers le regard de l'autre. C'est ce que l'autre vous renvoie. Et donc, inévitablement, ça se fait dans tous les lieux de vie. Et Internet est un lieu de vie également. Pascal Minotte, vous acquiescez aussi? Ah oui, non, ça me parlait, tout à fait. Par contre, alors, en distinguant effectivement, parce qu'on parle de l'adolescence, mais ce qu'on observe dans les pratiques, c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est tout particulièrement vrai au début de l'adolescence, voire à la fin de l'enfance, et puis progressivement par essai-erreur, parce que c'est visiblement le mode d'apprentissage le plus répandu concernant la navigation dans les mondes numériques. Voilà, les enfants, les adolescents apprennent petit à petit à faire avec, se construisent des habilités, une résistance éventuellement, etc., etc. Et donc, voilà, les choses évoluent. Yves ? Oui, je voulais réagir pour nuancer un petit peu ce qui a été dit à propos des techniques de contrôle des adolescents. En tout cas, celles et ceux que j'ai interrogés ont mis en place des techniques de contrôle, notamment de leur image, qui sont assez serrées et même très précis. Hein, c'est d'ailleurs assez amusant, et ça, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on parle à des adolescents et adolescentes, la question du contrôle de l'image, ce sont les filles qui en parlent le plus spontanément. Ça revient à ce qui a été dit à propos de la pression sociale sur les filles qui doivent se contrôler. Leur image, leur sexualité doit être à la fois réservée et contrôlée, et préservée, pardon, j'ai déjà dit. Mais
si je prends juste un exemple, hein, quand on demande aux adolescents et aux adolescentes, mais qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut faire sur le net, les réponses sont précises. Et elles se focalisent davantage sur ce que les filles peuvent faire, que ce soit les garçons ou les filles. Par exemple, sollicitation sexuelle, ne pas répondre tout de suite. Par exemple, demande de photos un peu intimes, en donner toujours moins que ce qui est demandé. En donner quand même. En donner quand même. Alors, ça fait partie des règles, je dirais, de publication semi-publique ou publique. Pas de bikini ou de décolleté. Donc, on voit bien de nouveau qu'il y a une différence entre filles et garçons, puisqu'on ne dit pas de sous-vêtements ou de torse nu. C'est les filles. Alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ces règles éclatent dans les conversations privées. À partir du moment où on est en couple, il y a potentiellement une espèce de pacte de, j'ai envie de dire de sang, mais c'est pas tout à fait ça, qui fait que on peut s'envoyer un peu ce qu'on veut, néanmoins avec toujours la crainte de la trahison. Donc ils placent à la fois eux-mêmes des règles précises, et quand ils les dépassent, ils ont conscience du risque qu'ils prennent. Ok. On va passer justement au champ sexualisation ou sexy, parce que peut-être que les deux termes ne sont pas les mêmes. Arnaud Zarbeau, c'est vous qui avez choisi ce thème. Oui, pour la fin de journée, je me suis dit que parler de sexe, ça allait un peu réveiller tout le monde. Plus sérieusement, et pour prendre un peu de la hauteur, moi j'invite vraiment tout à chacun ici, en matière de sexualité, d'éducation à la vie affective et sexuelle et d'éducation aux médias, à se méfier du prisme qui est très tentant du risque pour investiguer ça. C'est une tentation qu'on a souvent en tant qu'adulte, éducateur au sens très très large, d'aller explorer la notion de risque, de danger, de ce qui est compromettant. Et ce faisant, je pense qu'on perd l'essentiel, qui est que la sexualité est normale à l'adolescence et que adolescence implique sexualisation des liens. L'adolescence, c'est aussi se retrouver avec un corps sexué, avec du désir, avec de la libido, avec des fantasmes qui évidemment vont se déployer dans les réseaux sociaux, mais aussi dans l'espace intime, parce que comme l'a dit Yves, il y a des zones semi-publiques. Et ce qu'on constate aussi, et je pense que c'est ce qui se révèle dans les entretiens, c'est qu'il y a encore une disparité de genre et que la pression de la sexualité et du contrôle de la sexualité, c'est encore et toujours la femme qui doit la porter. Et donc il y a une éducation à faire à ce niveau-là. Mais que la sexualisation en soi n'est pas un problème. Et les difficultés des photos compromettantes, elles le sont parce qu'on compromet la personne qui s'est fait dévoiler. Et donc, pour moi, il y a vraiment un levier d'éducation qui est de développer la solidarité entre genres, entre filles, de bien éveiller aussi les garçons au fait que, parce que c'est souvent dans un cadre d'intimité qui n'a pas été respecté, souvent par le garçon, que des photos sont compromettantes, d'éveiller aux conséquences que ça peut avoir pour la personne, sans lui reprocher ça, parce que dans la plupart des cas, des situations où il y a eu des images difficiles ou des images d'intimité crues, il y a une double peine pour la victime qui est de 1, déjà elle a une sexualité, donc elle a un peu cherché, et 2, on devrait mieux la protéger en l'écartant. Et la personne qui a compromis une image, elle est rarement inquiétée. Ça, c'est pour les aspects risques, mais j'invite aussi à la prudence sur des conseils qui viseraient, l'air de rien, en creux, comme ça, à dire qu'il y a une bonne sexualité, à savoir la sexualité adulte. Alors moi, je ne suis pas sexologue, mais je ne pense pas que personne ait une idée assez claire de c'est quoi une bonne sexualité, parce qu'on bricole tous en matière de sexualité, et les adolescents, on l'a dit, ne sont pas matures, mais ils sont en train d'apprendre, par essai et par erreur. Donc je pense qu'il faut aussi, pour les adultes qui les encadrent, ramener de l'indulgence et ne pas confondre maladresse, manque de maturité, avec peut-être parfois des conséquences ou des problèmes où on va pathologiser ce genre de choses, et ne pas prendre non plus les adolescents pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Si je publie une photo que je sais être compromettante, je le fais parce que justement, il y a un potentiel de risque. C'est une preuve d'amour, c'est une preuve d'intimité. Donc il y a un challenge aussi là derrière. Je ne la publie pas à n'importe qui, et ça peut-être que Yves pourra en dire plus un mot. Je le publie dans un cadre intime de mon amoureux, ou en tout cas pour accroître une intimité. Donc il n'y a pas un débordement comme ça pulsionnel et libidinal chez les adolescents qui font n'importe quoi. C'est pas de la pornographie, c'est vraiment je travaille mon corps, l'effet sur les autres, et j'essaie de m'approprier tout ça comme je peux, avec mes petits moyens ou mes grands moyens d'ado. Et nous, adultes, après, on vient avec nos gros sabots, et c'est parfois difficile de calmer un peu tout le monde là-dessus. Isabelle, d'abord.
Est-ce que c'est ce que vous repérez aussi sur le terrain? Alors, je voulais intervenir aussi parce que c'est vrai que généralement les jeunes filles qui partagent des photos ou disent qu'elles le font mais par amour, par défi et juste pour prouver qu'elles sont amoureuses. Et ce qui est étonnant quand elles fuitent, c'est que rarement on critique le jeune homme ou l'amoureux, je veux dire en général, qui a partagé, mais on critique la personne qui s'est photographiée et qui a donné. Donc je veux dire, on ne critique pas celui qui a repartagé. Alors on dit oui, mais c'est de sa faute, elle n'avait pas besoin de faire cette photo, donc on a tendance à mettre le doigt sur la personne qui s'est photographiée et pas celle qui s'est repartagée. Et donc la réputation, des fois, ça prend une proportion. Il y a un jugement des pairs qui est impressionnant. Et je reviens un petit peu sur ce que Yves a dit. En fait, la fille doit être séductrice, mais elle doit respecter sa réputation. Et donc c'est extrêmement compliqué. Et elle va être jugée par les gens par les copains qui font en fait la même chose, mais qui ont eu la chance que ça ne soit pas repartagé. Mais c'est assez éloquent aussi dans les chiffres. 4% des adolescents ont déjà envoyé une photo sexy. Par contre, ce chiffre monte étrangement à 16% quand ils disent l'avoir reçu. Voilà, donc peut-être que ça éclaire ça aussi, oui, Yves? Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas je veux dire, de solidarité. On imaginerait que les filles seraient solidaires avec une fille qui subit ces conséquences de repartage. Et malheureusement, ce sont souvent celles qui sont plus dans le jugement. Les garçons, ils disent « oh, c'est pas grave, elle a partagé, ben, c'est normal », et ils minimisent la problématique. Par contre, l'entourage féminin a tendance à émettre un jugement vraiment négatif. Oui, Yves. Oui, donc je réponds à la question et je réponds à l'intervention. Donc effectivement, les commentaires de filles entre elles peuvent être assez terribles. Il y a des parcours de circulation de photos, donc une photo qui sort, elle est partagée par 2-3 copains, et puis elle passe dans le groupe de filles, si on est une fille. En général, elle ne va pas plus loin, il faut quand même être prudent. Non, tu vas te retrouver partout sur le net, c'est pas si vrai que ça. Ça reste en général dans un cadre semi-public ou semi-privé, si l'on veut. Donc par rapport à cette question, on en reçoit beaucoup plus qu'on en produit, mais c'est en lien avec ce qui est dissible, à mon avis, j'en parlais un petit peu au début. Ce que j'ai constaté dans les entretiens qualitatifs, c'est le nombre de photos de dick pic, c'est-à-dire des photos de sexe masculin, spécifiquement en érection. Donc là, la plupart des filles disent, bah oui, on en reçoit même beaucoup, on en reçoit énormément. Ça, elles le disent. Alors, du coup, il y a une espèce de banalisation de la pratique. Donc, je sais bien que c'est un attentat à la pudeur. Les filles disent c'est choquant, c'est violent, mais en même temps, elles disent je ne suis pas si choquée que ça et je ne me sens pas si violentée que ça. C'est des connards. Une fois qu'on reçoit une photo de dick pic, contrôle, on vire le gars, même si au départ on le trouvait sympathique. Donc, et même, certaines filles m'ont dit, eh ben nous, on se les échange entre copines, on trouve ça tellement con qu'on en rigole. Voilà un peu pour nuancer. Donc, ça veut dire, dans les photos sexy, etc., il y a un certain nombre de dick pics qui circulent et qui expliquent peut-être aussi. C'est encore le point de vue des filles, mais tout compte fait, les dick pics sont envoyés par les garçons. Alors les garçons, ils font un peu les malins en disant, ben non, on ne fait jamais ça, nous, qu'est-ce que c'est con de le faire. Mais en même temps, alors pour des raisons... Ils n'assument pas. Ils n'assument pas vraiment. En fait, toute la pression sur le contrôle de la sexualité, une fois de plus, repose sur les filles. Quand on discute de la présentation des corps, par exemple, les garçons s'en préoccupent pas trop. Une fille, elle doit mettre des filtres, elle doit songer à la pose, etc. Enfin, je me répète pour le moment beaucoup en disant ça, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être communément partagé. Le contrôle de la sexualité et de la vision de l'image de la sexualité repose sur les épaules des filles. Claire-Anne, c'est quelque chose que vous travaillez également chez Yapaka? Là, ça me faisait associer à tout ce qui se passe sur le blog de Sandrine, qui travaille avec la fiction. C'est un blog sur lequel Sandrine, qui est un personnage de fiction, raconte sa vie, et les ados peuvent venir déposer des morceaux de leur vie ou commenter des morceaux de vie des autres. Et la plus grande partie des ados arrivent
parce qu'ils tapent dans Google comment savoir si un garçon m'aime. Et donc, je voulais aussi, enfin, j'essaye toujours de ramener ça. En fait, ce qui anime ces ados, c'est la question du désir, comme vous l'avez dit. C'est la question de savoir, mais que ce soit chez les filles ou les garçons, peu importe, ce qui les bouge, c'est comment rencontrer l'autre, qui je suis pour l'autre, quelle valeur j'ai pour l'autre, et inversement. Et c'est ça qu'ils viennent questionner, hein, sans cesse, sans arrêt. Alors parfois, voilà, ça va plus loin, ils s'échangent des photos. Ici, sur le blog de Sandrine, c'est pas le lieu, donc il n'y a pas d'échange de photos, c'est que par les mots. Mais par les mots, c'est la question du désir qu'ils viennent adresser, et ce n'est que ça. Et donc, je pense que à travers tous ces outils différents, c'est cette question-là qui est sans cesse déposée, avec plus ou moins d'adresse, avec plus ou moins de maladresse, etc. Mais il faut garder en tête cette représentation de l'adolescence qui est en train de chercher qui il est pour l'autre. Arnaud ? Oui, tout à fait. J'étais en train de me faire une réflexion que, avec le sexting, avec tous ces échanges de photos, en fait, c'est comme si on redécouvrait le corps. On est un peu héritier d'un modèle de l'Internet, héritier des interfaces, des grands journaux, du contenu écrit, du contenu lissé, de la photo. Les réseaux sociaux et la façon dont les ados se l'approprient à la lumière de leurs enjeux. Et un adolescent est avant tout un être charnel qui a des besoins, qui a envie d'être en contact en présentiel, comme on dit maintenant. Hein. C'est un nouveau mot comme webinaire. Mais les adolescents, ils ne veulent pas être en webinaire. Ils veulent d'autres adolescents autour d'eux. Ils veulent être en contact permanent. Et ils sont toujours au travail avec la question de leur corps qui n'est pas stable, qui est en mouvement, avec leur libido. Enfin, il y a tout qui est remis en perspective. Et ça nous pousse, nous, adultes, et éducateurs et animateurs, à penser la question de l'image en lien avec le corps. Et pas juste en lien avec la conscience, avec l'intellect, avec ce vilain mot qu'on appelle prise de conscience, et des mots aussi comme pensée critique, mais c'est aussi comment s'approprier de manière critique son propre corps sur Internet, le droit à l'image, le droit au corps, et tout ça sont des notions complexes, mais qui s'actualisent très concrètement, et les adolescents ont très bien compris. C'est comme si on rattrapait, qu'on redécouvrait que oui, les adolescents sont là, ils sont sur un territoire numérique, on pensait qu'ils nous fichaient la paix, qu'ils étaient à distance, chacun chez eux, mais non, et ils ont besoin des corps des uns des autres, et ils nous poussent, nous, adultes, à accepter ça et faire avec cette sensualité, au sens très très large du terme, qui est celle de l'adolescence. Alors maintenant, on va passer au mot choisi par Pascal Minotte, qui est la surutilisation. Alors, on revient aux chiffres. Plus de la moitié des élèves déclarent qu'ils ressentiraient un certain manque. 55% disent un peu, 20% oui, certainement, s'ils ne pouvaient plus utiliser leur tablette pendant une journée. Et donc, est-ce qu'ils sont trop attachés à cette tablette? Là, ils sont 61% à répondre que oui. Alors, c'est la même chose plus ou moins pour les smartphones. Ça monte même un peu pour le smartphone. Alors, première remarque par rapport à ce que tu introduis, c'est l'idée, les adolescents, ils ont aussi une représentation de ce qu'ils attendent, de ce que nous attendons, enfin bref, etc. De ce qu'ils attendent, de ce que nous attendons. J'ai une attente de trop dans l'équation, là, mais l'idée étant qu'ils savent très bien la soupe qu'on attend, quoi. Et par exemple, des propositions du type « ben oui, je suis trop sur mon smartphone », c'est généralement, c'est quand même très très souvent du copier-coller qui, dans le cadre d'entretiens qui se déploient dans le temps, ou en thérapie par exemple, tombe assez vite et dit ben, moi c'est mon plaisir, c'est mon truc. Donc il y a une sorte de désirabilité sociale. Mais oui, voilà, tout simplement. Qui a répondu, qui dit, oui, ma maman me le dit, donc je ne mets. C'est ce que Yves, je crois que c'est Yves soulignait notamment avec le partage de sexting, enfin de photos sexy. Je pense a priori les chiffres que j'ai en tête sont plus élevés. Et je suis même certain que les adolescents partagent beaucoup plus que ce qu'ils ne renseignent. Mais voilà, ils savent qu'ils ont en face d'eux un adulte. Et donc cette question du trop d'usage, elle est vraiment, là, elle a été complètement phagocytée par toute la rhétorique de l'addiction notamment, qui a pris le pouvoir sur une partie, j'ai presque envie de dire, de l'éducation média, j'exagère peut-être un peu, mais en tous les cas de la façon dont elle s'est démocratisée, popularisée, et qui est fort regrettable, et que les adolescents, ils sont aussi des éponges, enfin on l'est tous, hein, toutes et tous, mais eux peut-être particulièrement, comme les enfants, ils ont absorbé, ils ont intégré tout ça. J'avais peut-être, tant que j'y suis, vu que c'était le mot que j'avais choisi,
J'avais envie de rebondir sur la première phrase. La surutilisation des outils numériques induit-elle du stress? Enfin, c'est une des premières questions qui est posée. J'avais juste envie de nuancer en disant le rapport entre... Parce qu'en tant que professionnel de la santé mentale, quand on parle de stress, moi je le prends au premier degré. J'imagine là c'était une acception peut-être assez large, mais... Et quel est ce premier degré? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le stress, ce qu'on appelle le stress, ou bien le bien-être, ou bien l'anxiété, ou bien la dépression, enfin voilà, le lien entre les médias sociaux, les outils numériques, mais singulièrement les médias sociaux par exemple, et les jeux vidéo, pour prendre deux activités qui sont assez, voire les contenus comme YouTube, etc. Et le stress sont des liens complexes, évidemment. Alors on peut penser que les médias sociaux, ça peut un peu stresser, alors singulièrement si on est par exemple victime de harcèlement, de cyberharcèlement, des choses comme ça, dans des cas très spécifiques, mais c'est aussi une façon de gérer son stress. Donc on est là pour commencer à appréhender le lien entre médias, contenu médiatique, stress, dépression, enfin toutes ces dimensions plus psychopathologiques ou simplement relevant du bien-être. Hein, je pense qu'il faut vraiment être dans une lecture qui est beaucoup plus large et qui sort de la linéarité, parce que généralement, si on surinvestit un média, c'est généralement plutôt parce qu'on a envie d'échapper à son stress quotidien que l'inverse. Donc, vous voulez dire que les écrans déstressent nos adolescents? Mais potentiellement, oui. Oui, potentiellement, bien sûr. J'étais déjà parti pour digresser, mais ça me vient l'idée, là, on a eu un groupe hier ou avant-hier, je ne sais plus, où quelqu'un témoignait du fait que, ben oui, on me dit qu'il ne faut pas utiliser d'écran avant d'aller dormir, parce que la lumière bleue, etc., ce qui se passe, la mélatonine, enfin. Mais moi, je le fais tous les jours et je m'endors très bien. Et les adolescents... Endormeur. et les adolescents à qui je donne, comme ça, que j'essaie de sensibiliser, ils le font aussi tous les jours, et certains dorment bien, d'autres ne dorment pas bien, mais ça ne semble pas nécessairement être corrélé à leur usage ou non. Mais oui, forcément, parce que là, encore une fois, je pense que, et c'est vraiment un des mérites de ce rapport, mais forcément, ça a été fait par des gens qui sont dans l'éducation média, mais si on n'est pas dans cette approche médicalisée qui dévitalise le sens, si on est les médias sociaux, les écrans, a priori, ça nous détend plutôt. On l'a dit ce matin, c'est des fenêtres sur le monde, on s'évade, et la plupart des gens, mais évidemment, si on est sur un média social et qu'on l'ouvre et qu'on se fait insulter, ou bien si on reçoit un mail de son patron qui nous dit qu'est-ce que tu n'as encore rien fait aujourd'hui, mais on va du coup, c'est clair que l'endormissement, quel que soit notre taux de mélatonine, va être plus ou moins compliqué. Donc ce n'est pas l'objet qui empêche de dormir, c'est plutôt ce qu'on y fait. Oui, on peut le résumer ainsi, mais c'est surtout que c'est un rapport le lien bien-être, santé mentale, et écran, contenu numérique, médias sociaux, jeux vidéo par exemple, est un lien éminemment complexe dans lequel il me semble très important, d'une part, de ne pas aller dans une médicalisation à outrance, mais pour ça le ton du rapport est, à mon sens, vraiment excellent, parce qu'on est vraiment dans des questions éducatives. On plante quelque chose qui relève de l'éducation. Et ça me semble être vraiment la grosse majorité Donc ça, c'est une des choses. J'avais d'autres idées en tête, mais peut-être que les collègues veulent réagir. Peut-être rebondir. Très brièvement, c'est juste qu'il ne faut pas oublier de qui on parle. On parle d'adolescents. Les adolescents ont une fonction, c'est tester les limites aussi. Et donc, évidemment, réseau social ou pas, les adolescents vont tester les limites sur l'heure du coucher, sur ce qu'ils peuvent faire ou pas à la maison, et sur les règles familiales ou les règles de la scolarité. C'est le job de l'adolescence. Alors, évidemment, maintenant, ce sont les réseaux sociaux, mais il y a quelques années, c'était peut-être le temps d'écran à la TV ou le temps de sortie. Et quand ils seront des étudiants qui vont devoir faire leur baptême, ça fait 2 jours que je t'ai pas vu, c'est pas un hôtel à la maison. Le réseau social, c'est un excellent moyen pour discuter en famille des excès et des valeurs et des normes familiales. C'est un excellent moyen aussi, entre adultes et ados, pour discuter de c'est quoi l'excès, de c'est quoi se tester, de c'est quoi se dépasser, parce que c'est nécessaire à l'évolution. Pour devenir un adulte, je dirais équilibré, si une chose comme ça existe, il faut avoir fait l'expérience du dépassement, de la prise de risque et de tester ses propres limites et de son système d'origine. Les réseaux sociaux sont aussi des moyens pour faire ça. Et je terminerai là-dessus, c'est normal que les adolescents passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux parce que c'est leur territoire. Parce que dans nos sociétés modernes, les territoires jeunes
il n'y a même plus des eaux pour jeunes, il n'existe plus. Il n'y a plus de jeunes en liberté, sans qu'on leur colle un éduc, un psy, hein, j'en suis là. On ne peut pas laisser les jeunes à l'extérieur, surtout en Belgique, hein, on a été tous un peu traumatisés il y a quelques années. Mais oui, mais ça participe au fait qu'en tant qu'adulte, on a une représentation de où devrait être un jeune. Et le jeune l'a bien compris, il est où? Il est là où l'adulte n'est pas, c'est-à-dire sur le réseau social. Et surtout si l'adulte n'y est pas. C'est aussi ça l'intérêt du réseau social. Donc il faut aussi sortir de cette logique d'excès version dépendance pour aussi parler des enjeux développementaux, je pense que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est aussi le taf de l'adolescence. Oui, mon intervention va aller un peu dans le même sens et pour repréciser que il me semble que la plupart des enquêtes menées sur ces questions-là posent les mauvaises questions. En réalité, les questions, c'est est-ce que tu es trop attaché à ta tablette? Est-ce que tu es trop attaché à ton smartphone? Posons la question autrement, demandons aux jeunes, est-ce que tu penses que tu es trop attaché à tes amis? Est-ce que tu penses que tu es trop attaché à l'information que tu consultes? Il faut bien se dire que la préoccupation de l'accoutumance, l'addiction, la chronophagie liée à la technologie, les adolescents ne le voient pas du tout comme ça. Pour eux, la technologie, elle n'existe pas. Il n'y a pas de technologie, il y a des amis, il y a de l'information. Donc il faudrait pouvoir aussi, dans ce genre d'enquête, poser des questions sous cet angle-là et pas sous notre prisme adulte. Pascal? Toujours dans le sens de ce qui est dit, nous avons tendance à thématiser la question du lien aux médias sociaux, au smartphone par exemple en particulier, comme étant un lien d'aliénation, quelque chose de cet ordre-là. Il est clair que pour les adolescents, s'il y a des termes, parmi les termes, ou en tous les cas les idées, les concepts qui reviennent, ce dans quoi ils sont, comment ils thématisent leurs usages, on est plutôt dans l'idée de liberté et d'autonomie. Donc exactement, il y a un gros malentendu là sur le coup. On se posait la question tout à l'heure de savoir, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que les adolescents viennent nous trouver, pour les guider dans... Alors on peut y réfléchir et je pense qu'il faut essayer d'améliorer forcément la communication, etc., etc. Ceci étant, leurs enjeux, c'est l'autonomie, c'est foutez-nous la paix. Ne soyez pas là, s'il vous plaît. Les reines, c'est un message qui est facile à faire passer chez les parents, de lâcher un peu la grappe à leurs ados. Non, c'est jamais. Si vous êtes parent, vous savez que vous n'avez pas envie de lâcher la grappe à votre ado. Hein. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est très paradoxal parce que du coup, on ne laisse plus les ados aller traîner au coin de la rue, au centre commercial, au parc du coin, etc. On préfère qu'ils soient dans la chambre. Mais s'il est dans la chambre, il est où? Il est sur son réseau social. Il est un peu dans la rue. Oui, Isabelle. Je voulais intervenir parce qu'en fait, ils nous disent aussi que le smartphone, c'est pas simplement un smartphone pour aller sur les réseaux, c'est leur téléphone, c'est l'alarme pour se lever. Donc, c'est un outil tout en un. Nous, on avait peut-être un carnet de notes, on avait plein de choses. Eux, ils font tout sur le même outil. Et en allant en classe, on a déjà essayé, par exemple, de mettre tout dans une boîte. Et donc, on met les GSM dans une boîte et rarement, à chaque fois, il fait « Ah oui, mais madame, si j'ai une notification ou si j'ai un message important… » Et alors, on dit écoutez, on regardera à la pause. Donc, il dépose dans la boîte, il n'y a pas de souci. J'ai fait la même chose avec un rassemblement de parents, donc pendant une réunion de parents. Et donc, j'ai demandé que les parents mettent le même système. Ça a été la catastrophe, quoi. Les parents étaient vraiment anxieux. Oui, mais ma fille est restée toute seule avec ma voisine. Et bref, un truc. Alors que Ils ont des bonnes excuses. Ça durait une heure. C'était pas très très long. Et puis donc je leur explique que leurs adolescents ont aussi réchigné et n'avaient pas envie de le faire, mais ce n'était pas problématique. Donc je me dis, à partir du moment où notre GSM devient un outil indispensable pour le boulot, pour nous adultes, il faut comprendre que cet outil est aussi indispensable pour eux, pour leurs relations entre amis, mais pour plein d'autres choses qu'ils font aussi. Ils ne font pas qu'aller sur les réseaux sociaux quand ils sont sur... tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez pris le train, moi je suis allée dans le train, il n'y avait que des vieux comme moi, ils étaient tous sur leur smartphone, tous. Et sur Facebook, alors? Et on les a pas critiqués, j'ai pas personne, je suis sûre qu'on n'a jamais fait d'études en disant que les adultes étaient tous addicts, c'est ça, aux réseaux sociaux. Donc je me demande aussi si on ne focalise pas cette vision sur le jeune, alors que lui utilise beaucoup plus d'applications que nous. Alors, je vais passer au dernier thème, c'est une question de timing, mais vous pourrez encore faire le point après.
et Yves a choisi l'autorégulation et la co-régulation des adolescents, justement par rapport à ces usages. Je ne sais plus pourquoi j'ai choisi ça, mais il devait y avoir... Mais il y avait tout à l'heure, ça avait l'air d'avoir du sens. Oui, tout à fait. Oui, bah, intuitivement, on le sait bien. Donc, le passage de l'enfance à l'adolescence, ça passe. C'est la question de la tension entre le passage de la régulation par les adultes à la co-régulation entre public adolescent, et ça fait l'objet d'un va-et-vient constant. Oui, et alors on parlait également du fait qu'en fait, selon 79% en tout cas des ados, ils savent qui accepter sur les réseaux sociaux. Donc ils ont acquis et intégré peut-être des réflexes, c'est peut-être de la désirabilité sociale aussi quand on répond. Mais je crois pas qu'on est tout à fait dans le thème de la désirabilité sociale, parce que là, ils ont l'air plus sincères quand ils répondent à ces questions, et ils ne balancent pas apparemment un copier-coller de ce que les parents peuvent dire. C'est assez facile à détecter, d'ailleurs, ce genre de copier-coller. Copier-coller est moins facile à détecter dans d'autres circonstances. Un petit point. Donc, ils sont très précis, ils ont une vision très claire de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on envoie à qui. Du coup, ils sont très autonomes dans leur réflexion par rapport à ça, tout en sachant que cette réflexion vient d'un intense travail de réflexion collective sur ce qu'il y a à faire ou pas. Eh bien, parfait. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur le sujet? Et puis, on va passer aux questions du public. Certains jeunes me disent qu'ils sont obligés de raisonner leurs parents par rapport à leurs publications. Donc, ça peut être aussi intéressant de voir que certains jeunes ont un esprit critique par rapport à ce que les parents font sur Internet. En tout cas, ça pourrait être une question qu'on pourrait leur poser. Oui, je pense qu'on aurait pu ajouter cette question. Est-ce que vous êtes un peu les médiateurs d'Internet pour aider vos parents à vous débrouiller? Oui, mais dans mes entretiens, j'ai une jeune fille qui avait 16 ans et qui me disait « mais c'est épouvantable, ma grande sœur, elle a 30 ans, elle se débrouille pas. Je dois lui dire que ah, ça, tu y vas trop, tu n'aurais pas dû publier ça, etc. » 30 ans, c'est une jeunette. Tout est relatif, allez, oui, de mon point de vue, on sera d'accord. On a peut-être des questions du public? Je ne sais pas comment... Ah, chouette. Si tout le monde parle en même temps, on s'entendra pas. Fin d'après-midi. Hein. En fait, je vais abonder dans votre sens. Moi, donc, je travaille dans les réseaux sociaux depuis une quinzaine d'années. Je travaille avec des gens qui ont entre 10 et 70 ans. Les pires, c'est les 35-45. Je me sens insulté. Mais alors, je dis non. On n'a pas fait d'études. Je pense que si on devait faire la même enquête sur cette thématique-là, sur la vie affective, sur le sexting aux alentours des quadragénaires, c'est vraiment une catastrophe globale parce que mais ils ont eu aucune éducation média. On a eu Internet il y a 20 ans, donc ils avaient 20 ans, persuadés qu'ils savaient quelque chose, et en fait, ils ont tous un compte Facebook, et en fait, qui met des photos de ses enfants à poil sur Internet? Non, mais il commence à y avoir des procès. En Angleterre, il y a des gamines qui ont attaqué leurs parents pour des photos dégradantes qui ont été mises sur Internet. Ce n'est pas un problème d'adolescence, c'est un problème d'adultes de 40-45 ans qui n'ont aucune limite, qui n'ont aucun frein. Les plus âgés, ils n'y vont pas parce qu'ils étaient trop vieux, donc voilà. Et en fait, les plus jeunes, pour la plupart, ils ont appris. Mais il y a vraiment une espèce de trou noir de personnes qui, en plus... Bon, j'exagère, hein, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Moi, je me retrouve à faire du conseil chez plein de potes et qui disent « Non, mais moi, je ne dois pas apprendre, je sais. » Et en fait, ils font des trucs catastrophiques. Et donc, je pense que cette thématique serait beaucoup plus intéressante chez les Quadras. Et, merci beaucoup pour tous vos débats. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Oui, Pascal. Non, c'est tout simplement que pour le moment, il y a pas mal d'études qui sont en cours et pour lesquelles on a des résultats transitoires sur le Covid-19, santé mentale, et notamment utilisation des médias, etc. Ce qu'on observe, c'est plutôt, ce ne sont pas les adolescents qui sont les pourvoyeurs de toutes, les vidéos farfelues, les théories farfelues. Ce ne sont pas eux qui sont on est là en train de dire il faut les éduquer aux médias pour qu'ils arrivent à choisir,
trier leurs sources, etc., etc. Je pense qu'il y a un travail énorme à faire à beaucoup d'autres niveaux que... Oui, bah, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai envie de dire que les adolescents, alors pour être un petit peu plus sombre, ont dû s'habituer à avoir une vie privée qui potentiellement devient facilement publique. Et puisqu'on est dans les anecdotes, ben, je me dis qu'à l'UNIF, j'ai dû en fin de soirée dire un paquet de conneries, en étant sûr qu'elles ne seraient pas reproduites quelque part sur le net. Donc les adolescents aujourd'hui savent que les conneries qu'ils peuvent dire peuvent faire l'objet de commentaires, etc. Donc j'ai l'impression qu'ils ont intégré davantage cette précaution que certains adultes, hein, que, comme tu disais, potentiellement continuent à proférer les conneries qu'ils pouvaient dire en fin de soirée dans les soirées universitaires. Voilà. Moi, je me mettrais entre les deux. Je pense que ce besoin qu'on a tous de se différencier par rapport à la génération d'avant et celle d'après est un peu une illusion. Je pense que tout le monde a une éducation aux médias. Après, qu'est-ce qu'est de la bonne éducation? Là, je renvoie aux spécialistes. Je pense que ça fait 50 ans, moi, qu'on connaît la télévision, on sait qu'elle dit des bêtises. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des gens qui disent comme on dit à Liège, des biestreilles à la TV et qui croient à ce que dit la TV. Donc, il y a une éducation, mais il y a un rapport au monde. Et j'insiste que le rapport aux médias est un rapport culturel. Et dans les familles, ça se transmet, le rapport aux médias. Et ce qui se transmet, c'est surtout ce qui va juger le plus important, le plus fondamental. Et aux parents et aux éducateurs, qui sont aussi parents par ailleurs, souvent, c'est ce que j'enjoins à faire en tant que thérapeute. C'est, au fond, c'est quoi le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez léguer? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? C'est pas le contrôle sur le média qui est important, c'est le contrôle sur sa vie, mais le contrôle, c'est jamais qu'un moyen d'eux. Donc, c'est comment renforcer le lien, comment renforcer l'empathie, la décentration, la solidarité, qui sont au cœur du dispositif d'éducation. Et pour moi, c'est pas très différent qu'il s'agisse d'un média jeu vidéo, de Twitter, de Facebook ou de 7 sur 7 par exemple, ou la RTB, peu importe. Donc il faut éviter, selon moi, de cliver les générations, parce que sinon on se retrouve avec des êtres étranges des deux côtés de la frontière où personne ne se reconnaît. Et ça, je trouve que c'est assez dangereux et ça ne facilite moins le travail. Après, c'est bien, ça m'amène des patients en thérapie, donc voilà, chacun son business. Mais je pense que c'est pas utile et c'est pas éthique non plus. Donc méfions-nous de cette dichotomie entre les jeunes, les vieux, machin, les très très vieux. Donc voilà, il faut être vigilant tout en respectant le fait qu'évidemment les jeunes ont une immaturité et qu'il ne faut pas avoir la même pression, la même attente de régulation chez les jeunes que chez les adultes où déjà c'est pas gagné. Il suffit de regarder votre page commentaire de votre page Facebook préférée et vous allez voir, il y a un florilège. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rien en ligne? Ah, il est trop tard. Hein. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter, oui. Il y a un déficit de sucre chez la plupart. Non? On va peut-être passer alors par le mot de la fin. Donc, je vous ai demandé, pour clôturer, quelle est l'idée maîtresse que vous voudriez mettre en avant, même si ce n'est pas... peut-être que c'est peut-être un peu en dehors des 5 thèmes que nous avons établis. Et qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit prolongé dans les études suivantes? Alors, Isabelle, je vois déjà Yves. En fait, Yves a déjà la main sur le curseur et je me dis, on va faire un peu de frustration. C'est pas un curseur, c'est un buzzer. Voilà. Donc, on va commencer par Isabelle. On va continuer. Ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, je pense que, en fait, les adolescents peuvent nous aider dans cette appropriation de la technologie, mais par rapport à leurs connaissances. Mais il faut quand même se rendre compte qu'ils sont très très pointus dans certains domaines et malheureusement ils mettent de côté d'autres domaines. Je vous donne un exemple, ils sont tous super doués pour faire des vidéos YouTube. Par contre, faire un CV, ça devient compliqué. Donc ce serait bien d'essayer d'élargir leur panel. Donc utiliser leurs expertises dans certains domaines, mais leur montrer autre chose pour qu'ils soient vraiment, en fait, qu'ils soient pluridisciplinaires dans l'éducation aux médias. Et quel est le sujet que vous voudriez voir Alors, approfondi, si on a? Si on avait pu approfondir ici, j'aurais voulu avoir un petit peu leur idée pour voir dans cette rubrique-ci, hein, embrouille, c'est qu'eux mettraient en place pour venir en aide ou pour éviter les embrouilles, qui nous donnent des pistes
ou qui puisse donner des pistes à d'autres jeunes qui seraient dans une embrouille similaire. Et donc, si on avait eu des petites pistes, mais des conseils de jeunes, pas d'adultes que nous avons imaginés, ils ont sûrement des petits trucs pour éviter certaines embrouilles ou pour justement réagir face à certaines embrouilles. Et Pascal? Alors, sur ce que j'ai aimé notamment, enfin il y a plein de choses, mais c'est notamment, comme je le disais, c'est le ton, quoi, la façon dont les situations problématiques, ce chapitre sur les questions plus problématiques est abordé, qui sort d'une approche médicalisante, premièrement. Ensuite, par rapport à ce qui serait intéressant de faire, j'entendais Madame la Ministre ce matin dire qu'il serait bien d'étudier le lien entre à la croisée de la santé mentale ou du bien-être et des médias sociaux, etc. Eh bien, c'est merveilleux parce que le CRESAM l'a fait. J'ai hésité à réagir tout de suite. Je me suis dit, bon, ce serait peut-être un peu inapproprié. C'était pas de ce rapport-là qu'on parlait, mais enfin, je vais quand même en profiter pour placer le truc. Donc, sur le site du CRESAM, c'est sorti pendant le confinement, ce qui est pas très on travaille pas dans la com, nous autres, malheureusement, on n'est pas toujours très stratégique, mais il y a adolescence, médias sociaux et santé mentale, si vous avez envie de creuser la question. Et donc, du coup, ça c'est déjà creusé. Et ce qui serait intéressant de creuser, c'est toute cette question du sexting. Comment orienter, faire en sorte, enfin orienter le travail d'éducation aux médias, de prévention, comment l'orienter de façon intelligente, en tenant compte de des questions de genre qui ont été évoquées, pour éviter notamment que, sans le faire exprès, de façon tout à fait bien intentionnée, mais on vienne faire des animations, par exemple, d'éducation aux médias, parce que j'en ai entendu, hein, qui soient sexistes, par exemple, sans le vouloir, mais qui, en fait, proposent un message sexiste. Donc je pense que là, pour le coup, parce que ce sont des situations problématiques auxquelles les écoles sont... C'est parmi les situations que rencontrent les écoles qui sont les plus fréquentes. Mais comment est-ce qu'on fait pour vraiment déplacer la question et centrer notamment la prévention sur le fait de partager la photo plus que de se photographier ou de le donner à son copain? Enfin voilà, à creuser. Anne? Oui, moi j'avais aussi à creuser la question des sexting, des échanges, de qu'est-ce qui meut les adolescents à rentrer dans ces types de relations. Et moi j'avais envie aussi d'interroger tous les mouvements de solidarité. Voilà, il en existe certainement aussi sur ces réseaux sociaux, quel type ils prennent, comment ça prend place dans la vie des ados, etc. Voilà, d'avoir un peu ce pan-là. Mouvement aussi. de solidarité par rapport À tout, À tout. peu importe, que ce soit le reflet de leur engagement pour la cause environnementale ou la solidarité quand il faut soutenir un migrant qui se fait expulser et qui partage leur banc d'école, ou la solidarité quand quelqu'un d'autre se fait embêter sur les réseaux, quoi. Voilà, quel est leur mouvement à ces endroits-là aussi. Voilà. Yves? Voilà. Bon, une remarque générale, il me semble que dans l'ensemble de cette enquête, on a pu déceler que pour les adolescents, ce n'est pas tellement la technologie qui les préoccupait, mais c'est les pratiques que la technologie leur permettait de faire, alors que quelquefois les parents sont peut-être focalisés sur la technologie et ce qu'elle empêche de faire. J'ai pu remarquer aussi que les adolescents, finalement, passent très bien de l'un à l'autre. Ils ne parlent pas de cyberharcèlement, ils parlent de harcèlement. Et comment on règle le problème en allant voir physiquement la personne qui a causé le problème. Ils ne parlent pas de cybersexualité, ils parlent de relations affectives ou de sexualité. Donc ça, c'est un élément. Alors, dans les questions que j'aimerais voir développer, on a vu qu'il y avait des normes, on a vu qu'il y avait des prescrits, on a vu qu'il y avait des règles, mais elles portent sur quoi? Et pour moi, il y a une grosse question que je me pose, c'est la question de la norme hétérosexuelle, parce que chaque fois que j'étais en contact avec un ou une jeune, c'était quand un garçon a une copine, quand une fille a un copain, etc. Et la question de l'hétérosexualité était massivement présente, et je n'ai jamais entendu autre chose que ce genre de rapport. Les âges des personnes interviewées?
J'étais plutôt chez les grands adolescents. Donc, j'aurais envie de dire que, bon, par rapport éventuellement à la pression sociale, la pression des pères chez les plus petits, parce que l'histoire de princesse Disney, etc., garçon-fille, etc., mais chez les adolescents, ça m'a un peu étonné, moi, on soit toujours dans la norme de l'hétérosexualité. Maintenant, ça fait peut-être partie du discours désirable, etc. Mais du coup, j'aimerais bien creuser. J'aimerais bien que cette question soit un peu creusée quelque part. Très bien. Et Arnaud Zarbo? Très simplement, une de mes préoccupations, et voilà le mot de la fin, c'est, et je trouve que le ton du rapport ici est très rafraîchissant par rapport à ça, c'est vraiment d'essayer d'éviter de se préserver en matière d'éducation média, mais aussi d'éducation tout court, de cette vision diagnostique qui tente à pathologiser un peu à tout va les écarts par rapport à ces normes. Et ce que j'aimerais vraiment creuser, et je serais vraiment curieux de voir des informations là-dessus, c'est voir tout le déploiement de ressources qui sont mobilisées à travers les écrans par les jeunes, mais aussi par les familles, parce que qui dit jeune dit souvent un adulte derrière, tapis dans l'ombre. Et donc, pour moi, soutien à la jeunesse, ça passe aussi par soutien à la parentalité. Je pense que c'est deux chemins qui se croisent, qu'on a tendance malheureusement à cantonner dans le registre de la petite enfance ou à cliver du côté des adultes. Mais je pense que les cultures familiales des écrans et le rapport aux écrans installés dans les familles, qu'est-ce que ça suppose, et les transmissions sont des sujets qui sont fascinants et qui peuvent être des leviers magnifiques pour le débat, la discussion et l'éducation média au sens très très large. Merci. Eh bien voilà, s'il n'y a plus d'intervention, on peut clôturer.